Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing et voici tout d'abord les titres de cette édition. Les autorités russes annoncent que 556 cibles terroristes ont été frappées par leurs appareils en Syrie au cours des 3 derniers jours. En Somalie, le groupe État islamique étend son influence malgré la présence d'Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda. Les dirigeants du Japon et de la République de Corée saluent l'accord sur les femmes de réconfort. Le commerce extérieur chinois a maintenu sa bonne tendance en 2015, selon le département chinois du commerce. La Banque centrale de Chine publie une réglementation détaillée sur les paiements en ligne émis par des institutions non bancaires. Lors d'un point de presse lundi dernier, le ministre russe de la Défense a indiqué que les frappes aériennes avaient détruit 556 cibles terroristes au cours des 3 derniers jours. Depuis le 25 décembre, soit depuis 3 jours, les forces aériennes russes ont envoyé un total de 164 avions de combat et détruit 556 cibles terroristes dans les gouvernorats d'Alep, d'Idlib, Latakia, Hama, Homs, Damas, Der Ez-Zor et enfin Raqqa. Le général de corps d'armée a par ailleurs rappelé qu'avec l'aide des forces aériennes russes, les forces gouvernementales syriennes poursuivaient leur offensive contre le groupe État islamique et réalisaient des avancées significatives à Alep, Latakia et à Damas. À présent, les forces gouvernementales syriennes avancent progressivement vers le bastion du groupe État islamique, Raqqa, tout en poursuivant leur offensive sur Ghouta, située dans la banlieue est de Damas. La Russie a lancé sa campagne de frappes aériennes en Syrie le 30 septembre dernier. L'armée russe mène ses opérations depuis sa base aérienne située dans la province côtière syrienne de Latakia. Des navires de guerre russes sont également positionnés en mer Méditerranée et des bombardiers longue portée décollent depuis leur base située en Russie. Le groupe terroriste État islamique entend s'imposer progressivement en Somalie à la manière de son implantation réussie au Nigeria. L'État islamique projette de créer une branche en Afrique de l'Est appelée le Petit Émirat. Les autorités somaliennes tentent tant bien que mal de contenir cette menace et rappellent les dangers de l'émergence d'une alliance entre Al-Shabaab et le groupe État islamique. En 2012, Al-Shabaab, le groupe militant terroriste basé en Somalie, avait fait allégeance au réseau terroriste Al-Qaïda et avait pris le contrôle de la capitale Mogadiscio et des autres grandes villes du pays. Mais aujourd'hui, le groupe Al-Shabaab a été délogé de la plupart des positions qu'il contrôlait, ses ressources financières ont été coupées et ses principaux chefs ont tous été tués. Les autorités somaliennes indiquent que la plupart des combattants Al-Shabaab tentent désormais de rejoindre désespérément les rangs du groupe État islamique. L'État islamique a largement profité de l'instabilité régnant dans la plupart des pays arabes riches en ressources naturelles. Le groupe terroriste a désormais des moyens financiers importants. Les militants terroristes de cette organisation n'ont qu'un seul objectif, à savoir étendre leur idéologie extrémiste et perpétrer des attaques à travers le monde. En Somalie, ils tentent évidemment de répliquer leur stratégie, en utilisant leurs ressources pour attirer les militants du groupe Al-Shabaab. Mais les chefs du groupe Al-Shabaab ont rappelé qu'ils réprimeraient sévèrement les personnes qui envisageraient de prêter allégeance au groupe État islamique. Le groupe État islamique utilise désormais des combattants étrangers en Somalie pour répandre son idéologie avec l'espoir de former dans le pays un petit émirat. Mais la faction encore fidèle au réseau Al-Qaïda ne semble pas encore prête à céder son précaré. Elle a déjà tué un nombre significatif de militants ayant désespérément prêté allégeance aux combattants étrangers. Et certains ont même fini par se rendre aux autorités somaliennes. Les luttes intestines au sein du groupe Al-Shabaab se poursuivent depuis de longs mois déjà. Ils sont aujourd'hui forcés de choisir entre la faction pro-Al-Qaïda et le groupe État islamique. Ce dernier, avec ses ressources financières conséquentes, semble attirer toujours plus de nouveaux militants dans ses rangs, et en particulier les jeunes chômeurs désespérés du pays, pour étendre ses activités terroristes à travers tout le continent.
Les experts ont depuis longtemps mis en garde contre une potentielle alliance entre le groupe Al-Shabaab et celui de l'État islamique, qui déstabiliserait sérieusement toute la région de l'Afrique de l'Est. Les dirigeants du Japon et de la République de Corée ont salué l'accord sur les femmes de réconfort. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré espérer que cela soit l'occasion pour les deux pays d'entrer dans une nouvelle ère. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a quant à elle souligné que l'important était que le Japon respecte ses engagements. Les ministres des Affaires étrangères du Japon et de la République de Corée ont annoncé la signature de cet accord qui met fin à un différend historique. Le ministre japonais a déclaré que son gouvernement ressentait une profonde responsabilité pour les agissements du Japon pendant la guerre. Au titre de Premier ministre du Japon, le Premier ministre Abe exprime à nouveau ses plus sincères excuses et remords à toutes les femmes qui ont subi ces expériences incommensurables et douloureuses et souffert de blessures physiques et psychologiques incurables en tant que femmes de réconfort. Le ministre sud-coréen a détaillé les conditions à remplir pour aller de l'avant. La République de Corée confirme, aux côtés du Japon, que la question est résolue de manière finale et irréversible avec cette annonce, à condition que le gouvernement japonais prenne comme il se doit les mesures. La ville de Séoul a par ailleurs annoncé qu'elle allait déplacer une statue symbolisant les femmes de réconfort, actuellement installée devant l'ambassade du Japon. Les historiens estiment que des centaines de milliers de femmes ont été réduites en esclavage sexuel par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la plupart dans la partie continentale de Chine et dans la péninsule coréenne. Seules 46 femmes identifiées comme étant des victimes sont encore vivantes en République de Corée. Elles ont toutes dépassé les 80 ans. L'accord est un tournant pour les relations entre Séoul et Tokyo, entravées par ce contentieux depuis des décennies. Si le Premier ministre japonais a salué l'accord, la présidente sud-coréenne s'est montrée plus réservée. En allant de l'avant, le Japon et la République de Corée vont entrer dans une nouvelle ère. J'espère que cela sera l'occasion pour les deux pays, le Japon et la République de Corée, d'unir leurs forces et d'ouvrir la voie vers une nouvelle ère. Afin de restaurer la dignité et la réputation entachée des femmes de réconfort, ainsi que de soigner les blessures de leur corps à travers l'accord, je pense qu'il est de première importance que le gouvernement japonais prenne rapidement et sincèrement les mesures décidées dans le cadre de l'accord. Lors d'une conversation téléphonique avec Shinzo Abe, la présidente Park a déclaré espérer que l'accord amène à une plus étroite coopération avec le Japon, afin d'ouvrir une nouvelle relation bilatérale et de bâtir la confiance. Mais pour de nombreux Sud-Coréens, l'accord ne stipule pas clairement la responsabilité juridique envers les victimes, qu'ils souhaitent voir le Japon reconnaître. Restons au même chapitre. L'accord pour régler le contentieux concernant les femmes de réconfort, ces femmes qui ont servi d'esclaves sexuels lors de la Seconde Guerre mondiale, divise le Parlement sud-coréen. Cet accord est soutenu par le parti au pouvoir, le parti Sae-Nouri. Le porte-parole du parti Lim Jong-wo a déclaré que ce compromis avait été conclu en accord avec le principe que les victimes verront leur honneur restauré et leurs blessures guéries. Lee Jong-wo a ajouté que cet accord était une avancée car il signifie que le gouvernement japonais admet ces crimes de guerre. Cependant, l'opposition, soutenue par plusieurs groupes de défense des droits civiques, a rejeté cet accord car elle souhaite que le gouvernement japonais endosse l'entière responsabilité judiciaire. Des dizaines de milliers de femmes originaires de Chine ont également été abusées par l'armée nippone durant la Seconde Guerre mondiale. Au total, près de 200 000 femmes de réconfort ont été forcées à devenir des esclaves sexuels et seulement une poignée d'entre elles sont encore vivantes. Rares sont celles qui ont accepté de revenir sur ce passé douloureux. La plupart ont gardé leur secret pendant des années sans même recevoir des excuses ni aucune compensation de la part du Japon. L'administration d'État des archives de Chine vient de publier un nombre toujours plus important de documents de la période 1938 à 1945. On retrouve notamment un document donnant la permission à l'armée nippone d'établir des maisons de réconfort dans la zone de Pudong à Shanghai, mais aussi le coût d'approvisionnement des esclaves sexuels.
Les preuves montrent également que dans les logements urbains appartenant à la population civile vivant sous le joug du gouvernement fantoche du Manchukuo dans le nord-est de la Chine étaient réquisitionnés et devenaient sous la contrainte des maisons closes. L'administration d'État qualifie les actes menés par les Japonais d'atrocités et d'actes de violence institutionnalisés et rappelle qu'il s'agit de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Chine. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec une page économie en Chine. Le commerce extérieur chinois a maintenu sa bonne tendance en 2015 et réalise de bonnes contributions au développement économique général, selon le département du commerce extérieur du ministère chinois du commerce. Le commerce général, les entreprises privées et les produits électromécaniques ont connu une croissance positive à l'exportation. À notre satisfaction, nos entreprises privées ont surpassé les entreprises à investissement étranger dans les exportations du pays pour la première fois, de 7,3% en 2001 à 44,9%. Je veux insister sur le fait que les exportations sont responsables de l'emploi direct ou indirect de 180 millions de personnes et qu'elles créent 18% du revenu national. Citant des données de l'Organisation mondiale du commerce, le ministère a affirmé que les exportations chinoises étaient bien meilleures que celles de toutes les autres économies importantes de janvier à octobre, avec une part du marché international s'élevant de 12,4% en 2014 à 13,2% en 2015. De janvier à novembre, la baisse des prix du pétrole brut, du minerai de fer, du soja, du cuivre et des importations de gaz ont fait économiser 182 milliards de dollars, ce qui a permis aux entreprises de réduire leurs coûts et d'accroître leur compétitivité. Le ministère dit que la Chine est la plus grosse nation commerciale du monde. Son volume d'exportation représente 392 milliards de dollars, soit davantage que la seconde puissance commerciale, les États-Unis. La Banque centrale de Chine a publié une réglementation détaillée sur les paiements en ligne émis par des institutions non bancaires visant à contenir les risques du secteur de la finance en ligne. Les nouvelles règles impliquent un enregistrement avec son véritable nom pour tous les comptes de paiement non bancaires. Tous les comptes seront classés en 3 catégories en fonction des différents niveaux de sécurité. Le montant des paiements par le biais de tels comptes pourra s'élever entre 1000 et 200 000 yuan par année. Mais les paiements effectués par le biais de plateformes bancaires ne seront pas restreints par ces normes. Les analystes estiment que cette politique vise principalement à éviter que d'importantes sommes d'argent ne soient placées en dépôt sur des comptes de paiement tiers qui sont au-delà de la protection des assurances de dépôt bancaire et laisseraient les consommateurs vulnérables quant à de possibles risques. Et en vertu des nouvelles réglementations en matière de paiement, les consommateurs se verront octroyer un quota annuel de paiement selon leur statut de détenteur d'un compte de crédit. Mais ces mêmes consommateurs sont davantage inquiets quant à savoir si les nouvelles règles vont porter atteinte à leur expérience consommateur. Découvrons ce que les régulateurs et les experts du secteur ont à nous dire. Les règles sur les quotas de paiement sont basées sur les réalités des paiements en ligne. Et cela sera révisé à l'avenir. Le point de base est que les règles n'affecteront pas l'expérience d'utilisation du consommateur, mais qu'à la place, les consommateurs seront assurés quand ils effectueront leurs achats en ligne ainsi que leurs paiements. Les nouvelles règles vont certainement ajouter quelque chose de différent à l'expérience de l'utilisateur, mais nous ne pensons pas que cela changera trop les méthodes de paiement existantes. L'essence de l'innovation financière réside dans la fourniture d'un meilleur service et d'une meilleure expérience aux consommateurs. Les nouvelles règles cherchent à établir un équilibre entre la gestion du risque et l'innovation financière. Le premier train à grande vitesse dans le monde parcourant un trajet circulaire va entrer en service mercredi à Hainan, l'île tropicale chinoise. La vente des billets a déjà commencé. La boucle entière est de plus de 650 km avec 29 arrêts sur le trajet. Voyager autour de l'île prendrait près de 3 heures. 3 tronçons du chemin de fer sont parallèles au littoral, donnant ainsi aux passagers la possibilité d'admirer une superbe vue sur la mer. Pour l'inauguration du chemin de fer, les autorités du tourisme local offrent l'opportunité de visiter des lieux pittoresques gratuitement ou en payant des billets à prix escompté du 31 décembre au 29 janvier. Le premier jour du début des opérations, 49 lignes seront mises en service, avec la première partant de la station de Haikou à 9h40 heure de Beijing.
Des hauts représentants du gouvernement cubain ont accueilli le premier vol direct entre la Chine et Cuba qui a atterri à La Havane. C'est la première liaison entre les Caraïbes et l'Asie. Michael Voss de CCTV était à l'aéroport de La Havane. Le vol 879 de China Airways a atterri dimanche soir à La Havane. Le salut traditionnel a marqué l'inauguration de nouveaux itinéraires du vol 879 de Air China, de Beijing vers Havana via Montréal au Canada. L'ambassadeur de Chine à La Havane et des hauts représentants du gouvernement cubain étaient présents à l'aéroport pour les accueillir. Le Boeing 777 peut transporter plus de 300 passagers et offre maintenant des vols entre la Chine et le Cuba 3 fois par semaine. C'est la première liaison entre les Caraïbes et l'Asie. C'est un lien parfait qui nous rapproche encore plus. Ce vol intervient à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-cubaines qui sont fondées sur la coopération, la solidarité et la fraternité. C'est vraiment important. Air China a montré qu'elle chérissait les relations amicales sino-cubaines et veut aussi contribuer au développement du tourisme cubain. Ces vols vont renforcer les liens politiques, économiques et culturels entre la Chine et Cuba. Cette année, Cuba est devenue la deuxième destination en Amérique latine qui relie des vols de ou vers Beijing. L'autre destination est Sao Paulo, la capitale économique du Brésil. Ici, ils espèrent attirer des touristes ainsi que des passagers voyageant pour affaires. On estime que 30 000 Chinois ont visité Cuba cette année, une petite mais grandissante fraction du record de 3 millions de touristes qui sont venus ici en 2015. Des liens commerciaux solides ont été établis. L'entreprise de télécommunications Huawei bénéficie d'une présence forte ici, ainsi que le fabricant de véhicules Geely qui vend à plusieurs ministères ou compagnies gérées par l'État. Selon l'ambassadeur de Chine à Cuba, près de 110 millions de touristes chinois ont voyagé l'année dernière, plus que n'importe quel autre pays dans le monde. Cuba espère attirer un nombre croissant de touristes. La tombe 2 fois millénaire d'un empereur de la dynastie des Han située dans la province du Jiangxi dans le sud-est de la Chine continue de livrer ses trésors. Des pièces d'or ont été découvertes et de précieuses informations historiques ont été révélées. Les archéologues ont jusqu'à présent découvert 285 pièces d'or et des lingots en forme de sabots dans la tombe de Haihunho à Nanchang, capitale provinciale du Jiangxi. Une vingtaine de plaques d'or ont également été déterrées, chacune mesurant 23 cm sur 10. Il s'agit du plus important lot unique d'objets en or exhumés d'une tombe appartenant à la dynastie Han. On estime que la tombe était le lieu où fut enterré Liu He, le petit-fils de l'empereur Wu. Liu He ne resta empereur que pendant 27 jours avant d'être déposé. Il reçut alors le titre de Haihunho ou marquis de Haihun. Haihun est l'ancien nom d'un petit royaume du nord du Jiangxi. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.